Bienvenue dans Star Confidence. Alors pour ce 4e numéro, je vais à la rencontre de Nafissatou Djadjouf. Cette auteure sénégalaise a remporté le prix du jeune écrivain francophone en 1999, puis le prix Francomania l'année suivante au Canada. Pour ceux qui l'ignorent encore, Nafissatou Djadjouf est une écrivaine sénégalaise ayant déjà reçu plusieurs distinctions internationales. J'ai donc souhaité en savoir plus sur cette auteure née au Sénégal, vivant à Paris et faisant partie de cette nouvelle génération d'écrivains qui honorent l'Afrique. Les livres qui ont écrit par nos aînés d'il y a 30 ans, c'est d'excellents témoins sur la société. Ce n'était pas mon projet initial de venir m'installer en France, c'était vraiment une opportunité professionnelle. Je défends beaucoup l'idée du développement endogène. Je pense qu'en nous, nous avons toutes les ressources pour... Donc tu comptes retourner au Sénégal? Ah bah bien sûr. Pourquoi rentrer au Sénégal? Pourquoi pas, c'est mon pays. Reconnue dans l'espace francophone, Nafissatou Djadjouf a été choisie pour la 7e édition du concours Philippe Senghor. Avant l'entretien confidentiel, c'est lors de la remise des récompenses aux lauréats que j'ai rencontré l'écrivaine sénégalaise. L'occasion de revenir sur sa participation à ce concours et la sortie de son dernier livre, La Maison des Épices. On est à Mantes-la-Ville. On est à Mantes-la-Ville. Pour un concours. Tu peux nous en parler? En fait, c'est dans le cadre du concours Philippe Senghor, qui est un concours où on choisit chaque année un écrivain, qui a plus de 10 ans d'ailleurs ce concours, qui écrit un début de texte et après c'est proposé à des écoles et pour que des classes terminent l'histoire et illustrent cette histoire. Et à l'issue de ça, il y a un concours entre les classes, entre les écoles, entre les pays, parce qu'il se passe dans une dizaine de pays de la francophonie. Et cette année, ils m'ont fait l'honneur de me choisir comme l'écrivain qui a le redoutable honneur de commencer le texte. Et je dis redoutable parce que les enfants ont tellement d'imagination que nous, on se sent complexés après, quoi. Ils ont écrit de très beaux textes. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'être choisi pour ce concours? C'est très impressionnant parce que je passe après Éric Orsena, je passe après Amine Malouf, je passe après Fatou Diom, je passe après Dany Laferrière. Donc tout, il y a eu 3 académiciens qui ont été auteurs des premiers textes, enfin des premières lignes des textes proposés aux enfants. Et me retrouver dans ce panel d'écrivains, ça me rend très fière parce que c'est des écrivains que j'aime beaucoup. Et on verra peut-être à l'Académie, alors c'est peut-être Si peut-être un signe. passer par là, j'ai pas fait exprès, mais... C'est peut-être avec ce livre, La Maison des Épices, qui vient de sortir. Le lancement de son premier roman, La Maison des Épices, a eu lieu à Paris, à la Librairie du Québec. Au programme, rencontre avec l'auteur et séance de dédicaces. Merci d'être là, merci à tous mes amis qui sont venus nombreux et ça me fait plaisir de vous avoir pour un moment aussi important dans la vie d'un auteur. C'est l'éditeur Mémoire d'Encrier qui nous a présenté les choses, qui est très enthousiaste et qui croit beaucoup en cet auteur. C'est une belle découverte, on a fait le lancement ce soir et on est très contents. On adore l'idée d'un livre écrit au Sénégal, publié au Québec, vendu en France par des Québécois. Ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Tu peux nous en parler? Alors, toujours difficile de parler de son bébé. C'est mon dernier livre. C'est un comptoir d'une ancienne esclaverie qui a été comptoir aussi d'épices dans le commerce triangulaire au XVIIe siècle, qui est devenu ensuite un lieu qui a été reconstruit à l'identique, devenu un lieu chargé de vie et d'espoir, parce que c'est un endroit où on recueille des personnes un peu inadaptées, un peu sur le bord de la route, que la médecine moderne, les grands hôpitaux n'ont pas le temps d'accompagner. Ils traitent les blessures, les pathologies, et puis hop, dehors. Et là, c'est vraiment la seconde chance. C'est vraiment comment accompagner au rythme de recouvrement des capacités des pensionnaires, comment les accompagner sur ce difficile chemin de la réhabilitation. Et comment s'est passée l'écriture de ce bouquin, ce roman? Il s'est passé un peu par un coup, parce que l'idée première m'est venue assez spontanément, mais après j'ai eu peu de temps pour l'écrire comme je le souhaitais, c'est-à-dire avoir de grandes plages d'écriture. Traditionnellement, les écrivains, en tout cas qui font essentiellement ça, prennent des résidences d'écriture où pendant des mois ils ne font que ça.
Moi, j'ai une activité professionnelle assez intense. Et donc, je n'ai pas pu m'y consacrer autant de temps que je le voulais. Et en même temps, les personnages étaient en moi, je les incubais et ça avait besoin de sortir. Alors, c'était vraiment un déchirement entre le temps que j'y mettais et l'envie que j'avais de plus écrire, d'écrire plus intensément. Ça a été douloureux parfois, mais c'est très, très exaltant. En parlant de ce qui peut se retrouver dans tes romans, est-ce que tu t'inspires de personnages de la vie réelle ou c'est vraiment quelque chose que tu as imaginé? Alors, je suis assez réaliste dans ce que j'écris. J'aime bien aussi les romans qui sont plausibles, même si ce sont des personnages inventés ou des histoires inventées. Rien n'est inventé d'un bout à l'autre. On s'inspire toujours de choses qu'on voit, qui nous touchent, même inconsciemment. Aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître dans mes personnages une personne, mais pour moi, c'est un peu un creuset de différents attributs, comportements, traits de personnalité de personnes qui m'environnent ou que j'ai côtoyées, ou peut-être même un peu de moi, j'en sais rien. Ce n'est pas du tout de l'autobiographie, mais je pense qu'aussi je suis sous influence de mes propres expériences, oui. Est-ce que dans l'écriture de ton roman, tu exposes une thèse ou c'est vraiment quelque chose de purement esthétique? Alors l'esthétisme est le prétexte, effectivement, parce que moi j'écris parce que j'aime ça, j'aime manier les mots, j'aime manier les idées. Mais finalement, il y a forcément une thèse, il y a forcément une position qui se lie à travers les lignes. Dans ce roman en particulier d'ailleurs, je me rends compte, même moi quand je l'explique, que je défends la médecine traditionnelle, que je défends la réhabilitation, la tolérance. Mais ce n'est pas des choses que j'ai en tête quand je commence à écrire. J'écris de façon assez automatique. Et c'est après que je vois en filigrane mes idées qui affleurent, parce qu'elles sont inconscientes, mais qui affleurent dans mes personnages et dans les rôles que j'attribue aux uns et aux autres. Mais ce n'est pas un prétexte, c'est pas un essai, je ne défends pas une thèse. C'est vraiment un roman qui doit se lire comme une histoire quelconque, mais c'est vrai qu'il y a des messages à l'intérieur. Il y a une critique de la médecine moderne, mais il y a aussi une description de la situation des immigrés, notamment en Occident. Et c'est dû à quoi tout ça? C'est des choses dont tu t'es inspiré? Probablement, peut-être de manière inconsciente parce que je ne l'ai pas vraiment vécu, mais nous les écrivains, on est un peu des éponges. On construit quelque chose à partir des milliers d'autres de paramètres dont on n'est même pas conscient parfois. Donc effectivement, je suis une personne déjà assez multiculturelle et ouverte sur le monde, qui a un peu voyagé, donc même sans décrire les choses que je vois, je les imprime quelque part en moi et c'est ce qui peut ressortir notamment à travers un écrit comme ça. Il y a un de tes personnages qui invite l'Afrique à se réveiller, et je vais lire le passage peut-être. Il est temps que nous, Africains, contribuions à la grande jarre du monde. Non plus nous laisser piller passivement comme depuis des centaines d'années, mais qu'on apporte notre contribution spontanément et qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer là-dessus? Je défends beaucoup l'idée du développement endogène. Aujourd'hui, nous avons beaucoup comme modèle l'Occident, qui est parfois, c'est vrai, à des années-lumière de nous sur certains plans. Est-ce que c'est les plans les plus importants? Est-ce que c'est en passant par le même chemin qu'eux, on arrivera, nous, au développement, pour dire le mot, ou alors en tout cas à l'épanouissement de notre société? Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'en nous avons toutes les ressources pour. Nous avons notre propre modèle de développement à inventer ou à réinventer. Et aujourd'hui, qu'on ne s'y trompe pas, l'Occident a beaucoup puisé de l'Afrique. Je ne parle même pas du point de vue matériel, tout ce qui a été pillage il y a des centaines d'années ou encore maintenant de nos ressources, mais même dans la construction de nos sociétés, dans nos idées. Ils nous font croire qu'on est la dernière roue du carrosse, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez nous et qui nourrissent, eux, leur société et leur développement, et ils n'en parlent pas. Donc se réapproprier notre développement, notre modèle de développement. Bon, tout ça, ça fait très essai, très thèse. C'est pour ça que je le fais plutôt passer par ce personnage-là, qui, si je me trompe, c'est le colonel, qui n'est pas si fou que ça et qui passe des messages très importants. Très important. Très important toujours le message spirituel aussi. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a une grosse réflexion sur la question du bonheur. Et pour toi, qu'est-ce que le bonheur?
Ah, vaste question. Je pense que si je le savais, je ne l'écrirais pas. Je dirais peut-être comme mon personnage, ce que mon personnage pense du bonheur, qui est peut-être pas loin de ce que moi j'en pense. C'est vraiment, ce n'est ni dans les choses matérielles, ni dans l'aboutissement. C'est vraiment apprécier les petits plaisirs de la vie, apprécier les plaisirs simples. Et il y a un mot en Wolof qu'on appelle doylu. C'est vraiment... c'est pas se satisfaire dans l'esprit de se complaire de ce qu'on a, mais ne pas être tributaire de la course aux avoirs matériels, aux biens, etc. Je pense que c'est une des clés du bonheur maintenant. Je pense que si on en avait la définition exacte, tout le monde serait heureux. Je vais te parler de la question de la distribution des livres au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est dur d'avoir des livres au Sénégal. Alors, c'est pas mon métier, moi je suis écrivain, mais ça appartient à la même chaîne du livre et j'ai cette frustration-là en tant qu'écrivain de voir que les livres ne circulent pas beaucoup. Mes livres édités au Sénégal ne sont disponibles pratiquement qu'au Sénégal, mais mes livres édités en France sont disponibles presque exclusivement en France. Mon éditeur savait qu'en éditant une sénégalaise, que son public est jusqu'à là-bas, donc a fait l'effort de le faire parvenir là-bas. Mais c'est un peu ma douleur, quoi. C'est un peu ma douleur de voir que le livre ne circule pas comme il devrait circuler. Aujourd'hui, les livres sont numérisés, sont disponibles en format numérique, donc téléchargeable par Internet, ce qui gomme les frontières et c'est heureux. Seulement, tout le monde n'est pas équipé. Tout le monde ne peut pas acheter sur Internet. Donc, on est encore dans on va dire, un marché de niche, quoi. On est encore un peu confidentiel, malheureusement. Qu'est-ce que tu dirais aux futurs lecteurs pour les convaincre d'acheter La Maison des Épices? Je dirais que c'est un roman à énigme. Il y a des personnages mystérieux dedans qu'on a du mal à cerner jusqu'au bout. Mes premières tentations littéraires étaient des nouvelles, donc avec une écriture assez fulgurante et une chute abrupte. C'est le souffle que j'ai essayé de donner à ce roman. Donc je pense que jusqu'à l'avant-dernière page, on n'a pas encore toutes les clés du roman et si vous êtes curieux, achetez le livre. Je peux en témoigner parce que je l'ai lu jusqu'à la dernière page. C'est quoi le prochain roman? Alors le prochain roman a un titre provisoire, donc je ne vais pas le dire, mais il est déjà bien entamé. Il se passera entre le Fouta et Paris. Parfait, très bien. Le Fouta, tes origines. Mes origines. Pour évoquer ses origines, ses liens avec le Sénégal et sa vie à Paris, Nafissatou choisit de me donner rendez-vous au pavillon Montsouris. Ce restaurant à 2 pas de chez elle est sans doute le lieu idéal pour quelques confidences. On est dans le pavillon Montsouris. Tout à fait. Un endroit que tu apprécies? Un endroit qui est tout près de chez moi et dans lequel j'ai plaisir à venir, parce que c'est un restaurant, mais en même temps, il est ouvert sur le parc, donc très lumineux et on y mange très bien. Je ne vais pas dire ça trop fort à cause des serrères, mais oui, j'aime bien la gastronomie et le lieu parce que c'est important. C'est un bon lieu pour écrire aussi? Oui, c'est un lieu inspirant, mais j'aime bien le moment calme, tôt le matin ou un peu tard le soir quand le jour tombe plus tard. Donc il t'arrive de venir le matin tôt écrire pour essayer de... Ma logistique pour écrire est un peu compliquée parce que j'écris à l'ordinateur, donc c'est pas toujours évident de se trimballer un ordinateur. Par contre, oui, prendre des notes, me laisser envahir par les lieux, griffonner des idées, oui, tout à fait. C'est un lieu surtout de relaxation, de détente, de laisser ce qui vient à l'esprit. Et ça peut être le début de l'inspiration que je vais concrétiser après à l'ordinateur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es installé en fait dans ce quartier finalement? Parce que t'es pas à Paris depuis très longtemps? Non, je ne suis pas à Paris depuis très longtemps, depuis quelques mois seulement. Je cherchais à la fois quelque chose pas très loin de mon travail et à la fois un quartier calme et familial dans Paris. Qu'est-ce qui te plaît à Paris? Tout. Alors Paris a un défaut, c'est que c'est loin de Dakar. Pas très très loin, mais je ne peux pas y aller le week-end par exemple. Non, Paris, c'est la ville culturelle par essence. Au contraire, il faut même arbitrer et se faire du mal à choisir un programme plutôt qu'un autre. Entre les concerts, les films au cinéma, le théâtre, les autres spectacles vivants. C'est extrêmement varié. C'est une ville agréable, propre, très, très attractive et me plaît beaucoup.
Hormis l'écriture, est-ce qu'il y a un art en particulier qui t'interpelle, qui t'intéresse? Alors j'aime beaucoup les arts plastiques, la peinture, contemporaine et plus classique. J'aime beaucoup la musique. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'intéresse? L'artiste sénégalais que j'aime beaucoup, c'est Ismaël Lô, ça ne surprendra pas grand monde. J'ai aimé le mbalax quand j'étais beaucoup plus jeune parce que c'est très dansant, très entraînant, mais j'apprécie beaucoup le folk, la musique plus tranquille, où on prend le temps d'apprécier les paroles parce que Ismaël Lô n'est pas seulement un bon compositeur et un bon chanteur, c'est un bon auteur. Il y a des messages de fond dans ses morceaux et quand la musique est plus tranquille, ça donne envie d'écouter ce qu'il dit et les messages passent beaucoup mieux. J'aime beaucoup Souleymane Faye pour son aspect déjanté, c'est l'artiste. En tant que personne, je ne m'identifierai pas à lui parce que bon, les choses, c'est juste pour son côté artiste, je pense qu'il pousse un peu le bouchon, mais c'est un homme qui a énormément de génie. Est-ce que tu as une chanson préférée? Non, j'ai des artistes dont j'aime bien les chansons. Un peu vieillot, peut-être que les gens trouveront un peu vieillot, qui Phil Collins, qui a bercé beaucoup mon enfance. Où j'aime deux, trois morceaux de lui, bon, qui diront rien à personne si je cite Against All Odds, qui est un de ses morceaux qui me touche beaucoup. C'est très personnel. J'ai été comme tous les jeunes à chanter, fredonner des tubes de l'été, mais c'est pas ce qui reste au fin du fin. C'est ce qui te touche, c'est qui te raconte aussi une histoire particulière et qui fait miroir à une histoire que tu as vécue. Et ce chanteur-là, Phil Collins, il y a beaucoup de morceaux comme ça qui sont un peu un miroir de ma vie. Ouais, qui t'ont touché. Tu m'as parlé tout à l'heure de la gastronomie. Est-ce que tu manges toujours sénégalais ici à Paris? Ah bien sûr, c'est ce qui me manque le plus. Bon, on n'a pas le temps de cuisiner réellement, de faire des plats, etc. Mais on s'organise entre faire pour 10 jours et puis congeler, des choses comme ça. Oui, je mange toujours sénégalais parce que j'adore ça. Parce que aussi, c'est mon mode d'alimentation de toujours. Même si même à Dakar, je mange pas, même au Sénégal, je ne mange pas du tiep tous les jours parce que c'est juste mon tour de taille qui va pas supporter. Mais c'est important pour moi d'embarquer avec moi dans cette nouvelle vie, on va dire, tout ce qui est de moi, c'est-à-dire à la fois la gastronomie. Je ne peux pas m'habiller sénégalais tous les jours, enfin traditionnel tous les jours, ou vraiment exceptionnellement lors des fêtes, mais j'aime bien avoir, par exemple ça c'est du batik, j'aime bien avoir mon petit côté africain que j'embarque avec moi dans ma quotidienneté, quoi. Que ce soit pas, je change de mode de vie parce que je ne suis pas dans mon pays, mon pays est dans mon cœur, il est en moi, donc il est dans mon quotidien, quoi. Quel souvenir tu gardes de ton enfance au Sénégal? Une enfance joyeuse, une enfance heureuse. J'avais un cercle familial assez restreint mais très soudé. Parce que bon, notre histoire familiale fait qu'on est un peu dispersé, parce que j'ai des origines maliennes également. Et mon père a la très grande majorité de sa famille au Mali. Donc même si on les voyait, même s'ils venaient nous voir, même si on allait les voir, du coup j'ai une partie de ma famille, mes cousins de même âge, que je connais beaucoup moins. Nous on n'était que deux à la maison, un grand frère et moi-même. Mais c'est caractérisé par cette chaleur, cet amour qu'on se donnait, le fait d'avoir ses parents, de grandir avec, qu'ils vous couvrent, d'attention, qu'ils soient aussi dans leur rôle de parents. Hein. Mes parents avaient beau être très aimants, étaient très stricts sur les règles d'hygiène, sur la scolarité, sur l'éducation en général, quoi. Et ce qui m'a beaucoup marqué également, rétrospectivement, c'est qu'on n'a pas ici. Au Sénégal, tu sors de chez toi, tu rentres chez le voisin, tu appelles la voisine tata. Je veux dire, il y a cet aspect détendu, cet aspect familial qui se prolonge dans des cercles moins intimes comme le quartier. T'as qu'un frère, un grand frère? J'ai qu'un frère. C'est très rare au Sénégal. C'est très rare. Je pense que c'est un peu une réaction parce que mon père est issu d'une grande famille polygame, beaucoup de demi-frères, demi-sœurs. Je pense que par réaction à ça, il s'est dit bon, on va arrêter les dégâts. Bon, moi je l'ai un peu regretté parce que d'ailleurs je lui dis, moi j'aurais bien aimé avoir une sœur parce qu'en plus un frère qui joue au football, il voulait pas jouer avec moi. Et bon, on est assez différents même si on s'adore. Et oui, c'est assez rare au Sénégal. Qu'est-ce qui te manque du Sénégal ici à Paris? Le soleil.
Oui, on aimerait qu'il fasse beau tous les jours. On ne se rend pas compte justement de ce capital qu'on a. Et je me rends compte aussi que les Sénégalais, même quand ils ont des problèmes, même qu'ils ont même des problèmes parfois existentiels, mais ils rigolent, ils ont le sourire, ils ont la bonne humeur. Mais sinon, je suis quelqu'un qui s'adapte assez facilement. Je suis quelqu'un aussi qui aime voyager et découvrir. Donc c'est bien d'être ancré, mais c'est bien aussi de s'ouvrir. Et je considère la vie parisienne comme une parenthèse, parce que je sais que ma vie est au Sénégal et que j'y retournerai vivre dans quelques années. Donc tu comptes retourner au Sénégal? Ah bah bien sûr. Pourquoi rentrer au Sénégal? Pourquoi pas, c'est mon pays. Je dois aller ailleurs, je sais pas. J'aime la France comme j'aime d'autres pays. Je pense que c'est une formidable expérience que d'y vivre, de mieux la connaître, mieux de la découvrir. Mais dans mon projet, c'est pas de m'y fixer. Et c'était pas mon projet initial de venir m'installer en France. C'était vraiment une opportunité professionnelle qui a fait que, qui m'a coûté beaucoup qui m'a valu beaucoup d'insomnie d'ailleurs, parce que c'est une décision difficile à prendre. Tu as hésité à venir en France? Oui. Vraiment? Et tout le monde me dit mais tu es folle, vas-y, c'est super. Et puis bon, moi j'ai étudié ici et j'ai souhaité rentrer. D'ailleurs j'ai pris un année simple à la fin de mes études. Bon, comme tous les étudiants, une fois diplômés, j'ai un peu, excuse-moi le terme, j'ai un peu glandouillé à la fin sans vraiment chercher du boulot, etc. Parce que bon, on s'est beaucoup donné pendant 5 ans, on a beaucoup bossé et tout. Puis après, c'était la grande récréation de quelques mois. Mais du jour au lendemain, j'ai pris mon billet à l'Essainte. J'ai ramassé les quelques affaires que j'avais là et je suis rentrée au Sénégal. Comment a réagi ta famille, tes amis, quand ils t'ont vu revenir au Sénégal? Ah, ma famille immédiate était ravie. Mon père avait qu'une hantise, c'est que je reste en France et que je marie avec un tourbe. Et un non-musulman. Donc il était ravi. Et puis bon, mes parents étaient ravis parce qu'en plus, par exemple, mon frère n'a pas fait le même choix. Mon frère a étudié aux États-Unis, il y a vécu 20 ans. Ils étaient contents de récupérer leur enfant. Mes amis, bon, du coup, après, c'était un peu disloqué parce qu'après le bac, chacun évolue de façon différente. Il y en a effectivement qui sont restés au Sénégal, il y en a qui sont partis ailleurs et on s'est un peu perdu de vue. Mais de ceux que j'avais ici, des Sénégalais par exemple, il y en a énormément qui sont restés. En disant on reste quelques années pour avoir un peu d'expérience, etc. Mais bon, c'est un engrenage. Parce qu'après, quand tu vois les niveaux de revenus ici, à diplôme égal, les niveaux de revenus là-bas, c'est un arbitrage que tu fais. Mais en même temps, on a une qualité de vie là-bas qu'on n'a pas ailleurs. Et en faisant son trou, en sachant négocier, on arrive à avoir une très belle qualité de vie. Par rapport déjà à tous les Sénégalais qui souhaitent venir en France, c'est complètement fou d'être en France et de vouloir rentrer au Sénégal. Je ne sais pas. Pour moi, non. Pour moi, c'est logique. Bon, c'est vrai que quand on est dans des logiques de survie, qu'on a vraiment du mal à joindre les deux bouts, on peut penser valablement qu'ici, c'est mieux. Du moment où on gagne sa vie, c'est qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a du chômage comme ailleurs. Il y a, quoi qu'on dise, encore une certaine préférence nationale. C'est la croix et la bannière pour avoir des papiers ici, dans un certain cadre. Mais on a le droit de croire au rêve, de croire que ce sera mieux ailleurs, notamment en Occident. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir ces problématiques-là parce que je travaillais déjà au Sénégal, où je gagnais correctement ma vie et j'avais une qualité de vie presque comparable à ici, quoi. Donc, ça, plus la chaleur, plus le soleil, plus la famille, mes deux parents, c'est très tentant de rester, quoi. Et maintenant, je suis peut-être des 1% des personnes qui souhaitaient rester chez elles. Et bon, j'assume cette décision, au contraire, j'en suis même heureuse, mais j'ai quand même hésité avant de la prendre, cette décision. Tu parlais de préférence nationale, moi je vais dire très clairement le mot. Est-ce que tu as vécu du racisme ici en France? Alors, moi je dirais que non. Une fois, je me suis fait interpeller comme ça par un clochard dans le métro, donc je ne le considère pas, en plus qu'il avait l'air pas mal aviné, donc je ne le considère pas vraiment, puis je lui ai répondu du tac au tac, il s'est calmé. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir été victime de racisme, en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme tel, parce qu'aussi je ne suis pas une personne qui se victimise.
Je me dis, bon, j'ai ma manière d'être, j'ai mes compétences, j'ai des choses à faire valoir, c'est ça que je mets en avant. Maintenant, si on ne m'aime pas, c'est peut-être pas parce que je suis noire ou que je suis non française, peut-être que c'est pour d'autres choses. Et si on m'apprécie, j'espère que c'est pour autre chose que parce que je suis noire ou que je suis non française. Donc, je ne pars pas en me disant qu'est-ce qu'ils pensent de moi, est-ce que c'est parce que... Non, j'y vais. Il y a des gens bien partout, ici comme ailleurs, il y a des gens pas bien partout. Donc, je sais pas quelque chose que j'ai en tête à chaque fois que je pose, quoi. En tant que Sénégalaise, et en plus on voit que tu l'abordes dans ton livre, est-ce que tu as un gris-gris? Est-ce que j'ai un gris-gris? Non, je n'ai pas de gris-gris parce que je n'aime pas porter des choses. Enfin, je n'aime pas voilà, un tacaille, comme on dit. Par contre, je suis africaine, non mais fagaro, comme on dit. Il y a des choses, vaut mieux les embarquer avec soi, vaut mieux se prémunir, on va dire. Je n'irai pas dans les détails, mais sur ça, je reste profondément africaine. Je suis musulmane pratiquante, mais il n'empêche qu'il y a des choses traditionnellement qui nous protègent et que moi, que j'embarque avec moi, quoi. Mais je n'ai pas de gris-gris sur moi. Voilà, Star Confidence est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour aller à la rencontre d'une personnalité de la diaspora sénégalaise. Si j'avais un dernier mot pour les Sénégalais, c'est il faut lire. Il faut acheter des livres pour les enfants, leur donner cette habitude de lire. La lecture, c'est au-delà même du plaisir de lecture. C'est aussi une façon de développer ses idées, de développer son vocabulaire. Ça se pense surtout aux enfants. Il faut se réapproprier ça, à la fois ce plaisir, mais aussi sa culture. Parce que les livres qu'on écrit aujourd'hui, c'est des témoins pour demain. Les livres qu'on écrit par nos ennemis d'il y a 30 ans, c'est d'excellents témoins sur la société. Donc c'est tout un